retard dans l'ouverture du micro, ce n'est pas grave. Nous sommes en joie parce que le président de la République s'est adressé à la nation à travers un entretien qu'il a eu avec une sélection de journalistes togolais, d'une chaîne sœur du pays. Et nous pouvons dire bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Et que retenir de ce que le président de la République a dit pour cette émission que nous animons aujourd'hui? Nous disons juste que le Togo attire la sympathie. Nous n'avons pas d'ennemis clairement déclarés. Nous essayons de nous entendre avec tout le monde. Signé Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, chef des armées, qui a présidé aujourd'hui le défilé marquant l'apothéose de la célébration du 63e anniversaire de notre cher et beau pays, le Togo. Le Togo a 63 ans. À l'an 63 de notre pays, nous pouvons nous réjouir et établir un bilan. Le bilan, du bilan, nous allons en parler. Et de quel bilan s'agit-il? Il s'agit du bilan des 63 ans de notre indépendance politique, économique et sociale. Et les perspectives d'avenir, nous pouvons également en parler. Mesdames et messieurs, c'est vous dire que nous sommes heureux de vous servir votre émission avec quelques minutes de retard, mais comprenez, et actualité oblige, le président de la République devait s'adresser, sinon le message ou l'entretien du président de la République devrait passer sur Radio Lomé pour les auditeurs que vous êtes. Maintenant que ces choses faites, nous sommes dans notre émission et nous y sommes pour jusqu'à 22 h. Et vous aurez l'occasion de poser des questions au cours de cette émission parce que l'invité qui est là aime bien cela également. Nous allons y revenir tout de suite. Pendant que nous nous réjouissons de célébrer la fête de l'indépendance du Togo, votre émission Actualité à la loupe également se réjouit. Se réjouit d'être sur la liste des 2 meilleures émissions radio à l'issue du voting et de la sélection du jury de Togo Media Award. Soyez vraiment remerciés, vous tous qui avez participé au voting et qui nous avez soutenus. Sincère gratitude à vous tous et à vous toutes, auditeurs et auditrices de Radio Lomé, et qui ne manquez pas de suivre cette émission et qui sollicitez que cette émission puisse être multipliée sur la radio. Merci. Merci de nous soutenir, merci de nous accorder votre attention. Nous sommes là aujourd'hui avec l'honorable député Sénat Alépuy. Merci, honorable, d'être venu à l'émission. Merci de nous accorder votre disponibilité, bien sûr, après la célébration de notre fête de l'indépendance avec le défilé, puisque nous sommes toujours dans la célébration, mais le défilé qui a marqué l'apothéose. Sinon pour le reste, pour ce qui est du reste, la fête continue et nous continuons de parler de cette indépendance, de ces 63 ans, et vous avez accepté venir partager avec nous vos idées sur ce qu'il faut faire pour avancer en prenant racine ou leçon de ce qui a été déjà fait depuis 1963 jusqu'à 2023 aujourd'hui. Honorable, merci d'être venu et bonne fête de l'indépendance à vous. Merci beaucoup, bonne fête de l'indépendance à vous, bonne fête de l'indépendance à toutes les Togolaises et les Togolais d'ici et d'ailleurs. Je souhaite que cette indépendance nous permette de faire plus et mieux et d'aller encore plus loin dans l'amélioration des conditions de vie. Et donc nous allons en parler abondamment. Et je ne saurais commencer, avant que vous ne commenciez les premières questions, je ne saurais me dérober à la tâche de saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que notre Togo soit libre, soit un pays de liberté. Je salue les pères fondateurs de la Blodé, tous ces citoyens connus ou anonymes qui ont de près ou de loin participé à cette lutte pour que le Togo puisse être indépendant en 1960. Donc bonne fête à tous et à toutes. Merci, honorable. Nous ne saurons commencer véritablement cette émission, commencer par vous poser des questions sans vous demander ce que vous pensez de la sortie du président de la République à travers un entretien avec 2 journalistes de la presse togolaise. Alors avant tout, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer toutes mes admirations à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui va de région en région depuis plusieurs mois à la rencontre des populations, à la rencontre de ce que le Togo a d'essentiel,
c'est-à-dire les populations agricoles, puisque 60% de la population active au Togo est agricole. Alors cette émission, ce 27 avril, cet entretien qu'il a eu, n'est qu'un pas de plus dans la bonne direction, cette communion entre le président de la République et les populations d'ici et d'ailleurs, puisque nous avons une diaspora qui est également importante. Et je tiens, étant donné que nous sommes le parti du chef de file de l'opposition, à quand même mettre les repères pour qu'on ne pense pas que nous sommes en train de faire des éloges sans raison. Il faut comprendre que le chef de l'État, le président de la République, est au-dessus de la mêlée. Il est le président de tous les Togolais, quelle qu'en soit votre appartenance politique. Et comme tel, donc, son action nous engage tous. Et donc quand c'est bien, nous devons encourager et dire que c'est bien. Et c'est le devoir que je me fais d'exprimer mes admirations à l'endroit du chef de l'État pour cette démarche, cette façon d'être proche des populations. Alors, honorable, nous voudrions également vous poser la question de savoir, puisque vous l'avez dit, que votre parti est le chef de file de l'opposition togolaise, est-ce que le parti chef de file de l'opposition togolaise était aujourd'hui, était ce jeudi à la place des fêtes pour le défilé marquant l'apothéose du 63e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, je voudrais préciser que je n'utilise pas le titre chef de file de l'opposition de façon clivante. L'opposition togolaise est plurielle. C'est-à-dire que même au Parlement, il y a plusieurs forces importantes comme le NET, le PDP, le MRC. Et donc l'opposition est plurielle. Nous travaillons de façon complémentaire. Il se trouve juste que nous jouons le rôle de leader de l'opposition. Donc oui, effectivement, le chef de file de l'opposition était représenté et j'étais à la célébration du 27 avril depuis hier. Et ça a continué avec le défilé ce matin en ma double qualité. Représentant personnel du chef de file de l'opposition, M. Gilchrist Olympio, qui est à Accra, et le troisième vice-président de l'Assemblée. Donc c'est une double casquette que je portais ce matin. Alors, vous le dites si bien, hein, vous êtes également troisième vice-président de l'Assemblée, et en tant qu'autorité parlementaire, qu'est-ce que vous avez comme avis à donner sur la prestation de nos forces de défense et de sécurité que vous avez suivies aujourd'hui? Alors, je dois dire que année après année, chaque fois que je vois défiler nos forces de défense et de sécurité, il y a un sentiment de sérénité et de sécurité qui m'anime. Je me dis, voilà des gens qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour nous protéger. C'est des citoyens comme nous tous qui aspirent à avoir un lopin de terre, à construire leur maison, à avoir un bon salaire, à profiter de la vie, à avoir une famille, mais dont le métier est de risquer quotidiennement leur vie pour nous tous. Alors, je dois dire que c'est un défilé de qualité que nous avons vu, irréprochable. Je n'ai rien à dire quant à la qualité du défilé, à la discipline qui a caractérisé les troupes qui ont défilé. Et justement, ce matin, en les regardant défiler, en regardant la façon dont ils sont organisés, je me dis, si les populations civiles peuvent tirer quelques éléments de la façon dont ces gens-là sont disciplinés, cela nous permettrait de renforcer la citoyenneté, nous permettrait d'être un pays encore plus compétitif dans plusieurs domaines. Étant donné que vous le savez déjà, les Togolais sont déjà travailleurs. Et bon, donc, mais je suis très fier de notre armée et je la salue. Et je salue toutes les forces de défense et de sécurité. Je les félicite pour le travail qu'ils abattent, particulièrement ceux qui sont dans le nord du pays et qui font face à un adversaire qui n'a ni territoire ni visage et qui au jour le jour veille pour que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Bien, une question anodine, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ce matin, je vous ai vu arriver sur l'esplanade de la place des Fêtes qui devait abriter le défilé marquant l'apothéose de 63 ans de notre pays, le Togo, de l'indépendance bien sûr de notre pays, le Togo honorable. J'ai vu combien vous preniez le temps pour répondre au salut qui des civils, qui des militaires, qui en tout cas n'hésitaient pas à vous dire bonne arrivée. Alors cette attention particulière là, c'est quel message vous avez voulu faire passer en prenant du temps, en répondant sobrement, avec attention, sourire à ces citoyens togolais là? Vous constaterez, et je vous invite à regarder les vidéos qui sont disponibles sur YouTube de la télévision togolaise, que
nous sommes dans la même dynamique que presque tous les leaders politiques de ce pays, à commencer par le chef de l'État. Vous noterez que lui aussi, là, il salue tout le monde à son passage. Il fait le tour de toutes les pièces dans lesquelles il rentre pour saluer les gens. Pour moi, je le fais parce que nous sommes au service des populations. Et lorsque nous rencontrons ces populations, c'est avec joie. Nous sommes à leur service. On ne peut pas servir quelqu'un de loin. Donc lorsque nous sommes quelque part où les populations sont, c'est avec beaucoup de joie qu'on va vers elles, qu'on les écoute, qu'on les salue. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour échanger dans ces moments-là, mais c'est un moment de communion. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je salue les gens, que je passe du temps avec des gens. Et j'espère pouvoir bientôt faire la même chose dans ma circonscription où je suis assez rare ces derniers mois. Oui. C'est quelle circonscription déjà? Ogoouagny. Ogoouagny, circonscription de la région du Plateau. Occasion pour nous de dire salut à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui nous écoutent dans la préfecture de Lani et dans la préfecture de Logou. Alors, monsieur le troisième, monsieur le vice-président, nous allons dire, vous allez prendre un peu de patience juste pour nous de regarder quelques titres de presse. Nous avons la lanterne qui a titré ce 26 avril que le 27 avril, pas d'adhésion populaire, ce qui doit nous rassembler nous divise. Quand nous prenons par rapport à l'inauguration de Dr Lafia que le président Faure Gnassingbé a inauguré ce 26 avril également, la lanterne a titré Faure Gnassingbé inaugure Dr Lafia. L'hôpital serait-il également accessible aux pauvres? Et la manchette pour sa part titre 27 avril 1963 et pardon, que dis-je 27 avril 1960-2023 de la félicité atteinte à une si longue nuit sentinelle. Afrique News titre ceci: Togo 27 avril, une histoire mouvementée, 63 ans d'indépendance. La manchette a titré Honorable, l'UFC, la danse du feu des pétainistes. Nous allons y revenir par rapport à ce titre de journal, à ce titre de la manchette, mais lorsque nous prenons le 27 avril, nous savons que c'est en 1960, 27 avril précisément, que feu Sylvanus Olympio, président de la République togolaise, a créé Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, le jour vient. Alors, et de 1960 à ce jour, quelle est la contribution de l'UFC qui est une, nous pouvons dire que l'UFC est fille du CUT, si vous voulez bien. Alors, l'UFC qui est fille du CUT, quelle est sa contribution dans le développement de notre pays, le Togo? Merci beaucoup pour cette question pertinente et merci pour les différents titres de journaux que vous avez évoqués. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va repasser sur tout ça un peu plus tard. En termes de contribution, effectivement, vous faites bien de mentionner que l'UFC est fille du CUT. Nous sommes les héritiers politiques du CUT. Et donc, nous reprenons à notre compte la lutte pour la Blodé. En apportant la touche, en apportant la précision que dans notre conception, comme fils de la Blodé n'est pas quelque chose qui doit diviser les Togolais ou qui est exclusive à un petit groupe qui ont comme une lanterne qui s'éclaire entre eux. Ce n'est pas une secte. La Blodé, c'est la liberté. C'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse vivre libre, vivre en paix, vivre dans la prospérité. Donc pour nous, aujourd'hui, la Blodé, c'est paix, liberté, prospérité. Bon, maintenant, quelle est notre contribution? De 92, du début février 92 jusqu'à 2010, nous avons contribué au débat politique dans le pays à travers différentes manifestations, participation à plusieurs élections, pour essayer d'arriver au gouvernement, au pouvoir et mettre en place un certain nombre de politiques qui étaient conformes à ce que les pères de l'indépendance faisaient un tout petit peu. Bon, nous n'y sommes pas parvenus. Et en 2010, nous avons signé un accord de partage de pouvoir avec le parti au pouvoir. Et cet accord que Feu Manganawe a dit être devenu caduc. Oui, je suis d'accord avec lui, paix à son âme, effectivement. Il a bien raison. Cet accord a connu
cet accord est expiré. Par contre, il a créé des liens forts et des liens de confiance donc, comme parlait le chef de l'État, entre nous-mêmes de l'opposition et de la majorité présidentielle. Et donc, même sans un accord écrit ou sur papier, nous continuons à travailler pour l'intérêt du Togo. Et lorsqu'il y a des questions qui nous divisent, on débat, on oppose les idées, on se retrouve autour de l'essentiel et on avance. Ce qui fait que certains disent que bon, nous avons bradé la lutte. Nous avons décidé de passer d'une dynamique révolutionnaire à une dynamique d'évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de tout casser, de dire que celui qui en face fait tout est mauvais, on va tout mettre à terre et recommencer quelque chose de nouveau, nous disons plutôt que bon, on prend ce qui est bon dans ce qui se fait et on voit comment ensemble on peut l'améliorer et faire gagner le Togo. Donc cela étant dit, je peux dire que le bilan du gouvernement de 2010 jusqu'à janvier 2019, nous en sommes solidaires. Ça, c'est donc au niveau de l'exécutif. Donc nous, comme bilan, nous pouvons dire que nous avons permis au Togo d'avoir un taux de croissance d'environ 5% de façon stable pendant presque toute une décennie. Nous avons, dans le cadre de l'action gouvernementale à laquelle nous étions partie prenante, même si c'est en minorité, contribué à faire 11 000 km de routes, pistes et autres dans le pays. Nous avons permis de renouer la coopération. Il y avait d'autres conditions qui étaient déjà réunies, mais cet accord a facilité la relance de la coopération avec les partenaires, ce qui a permis d'augmenter les investissements dans le pays. Nous avons permis de stabiliser l'environnement politique, un temps soit peu, malgré l'épisode de 2017 qui a duré un an et quelques, mais quand même sur la période de 10 ans, on a quand même 8 à 9 ans de stabilité politique. Donc, ce sont des progrès tangibles que personne ne veut admettre, parce que si on l'admet, c'est comme si on nous jetait des fleurs, mais ce sont les fruits du dialogue, c'est les fruits de la politique d'apaisement que le président national, le seul que nous avons d'ailleurs, le docteur Gilchrist Olympio, a décidé de mener. Et vous voyez que maintenant, même toute la classe politique s'est inscrite dans cette dynamique de dialogue. Et le gouvernement a accédé à une de nos revendications qui était la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Donc ça a commencé par la CNAP, que nous avons eu à co-présider avec mon aîné, le très respectable secrétaire exécutif du Parti Unien, M. Achole. Et ensuite, la CNAP est devenue CPC, qui est présidé alternativement par l'opposition, les indépendants, et bon, on verra probablement le parti au pouvoir aussi à un moment donné. Et donc, tous les problèmes se discutent. Donc ça, c'est une contribution pour stabiliser l'environnement politique. Donc, j'ai balayé un tout petit peu la façon dont l'UFC a contribué à stabiliser l'environnement politique ici, a participé à la politique expansionniste du gouvernement qui s'est faite entre 2010 et 2020. Et maintenant, depuis 2019 jusqu'à présent, nous contribuons au niveau du Parlement à continuer à créer un cadre législatif, un cadre légal adéquat pour permettre au gouvernement de faire les réformes qu'il faut faire. Donc, nous menons un travail d'opposition constructive au niveau du Parlement, sans tambour, sans bruit, et c'est là que ça se fait. Donc maintenant, cette fois-ci, l'exécutif est seul responsable des résultats qu'il y a et de la situation qu'il y a, mais nous partageons la responsabilité de la situation au plan parlementaire et dans les communes où nous sommes également présents. Alors, vous avez dit que vous avez contribué quand même à construire des pistes rurales, mais je vais vous permettez que je puisse vous relayer les doléances d'une communauté dans Badou qui dit avoir ce que nous appelons les produits vivriers, oui, que eux-mêmes ou qu'elles-mêmes cultivent, mais seulement la voie pour arriver jusqu'au niveau où les gens peuvent acheter ces vivres-là, malheureusement, n'existe pratiquement pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils produisent, ça reste là parce que leur localité est difficile d'accès. Je profite pour saluer toute la population de Badou, mais il y a des communautés dans Badou qui n'arrivent pas à trouver la voie. Et c'est aussi le cas dans bien d'autres communautés de notre pays, le Togo. Qu'est-ce que l'UFC aujourd'hui pense faire pour que cela puisse, avant que vous ne finissiez votre mandature, parce que nous savons que vous irez, et nous
nous aurons les élections législatives très bientôt. Et pour les quelques mois qui restent, qu'est-ce que l'IFC compte faire pour aider la population à avoir accès à ces routes et à ces pistes rurales, leur permettant de pouvoir bénéficier des échanges ici et là avec d'autres localités. Vous allez répondre à la question, mais pour leur imposition faite, nous allons marquer juste une petite pause, histoire de passer en survol l'actualité avec Odette Pira qui revient sur l'entretien du chef de l'État le 27 avril, le Cameroun et le Soudan. Odette Pira, à vous. Bonsoir David. Le chef de l'État, c'est vrai, s'est adressé à la nation. C'est à travers un entretien avec deux de nos collègues de la chaîne New TV. Entre autres sujets abordés, la question de la transhumance, les activités diplomatiques du chef de l'État. Bien. Et concernant la célébration du 27 avril, c'est vrai, les Togolais ont célébré ce jeudi le 103e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale. Un défilé militaire, paramilitaire, motorisé civil a été le clou de l'événement dans les chefs-lieux des régions et à Lomé. Le chef de l'État, Faure Sozomania-Zingbe, a suivi ce défilé à Lomé. Au Cameroun, la demande de liberté sous caution de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou a été rejetée ce jeudi. Il est inculpé pour complicité de torture par l'aide dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement suivi de la torture et de la mise à mort de l'animateur, bien sûr, Martinez Zongo. Et puis l'armée soudanaise a dit hier avoir donné son accord de principe pour participer à des négociations à Juba. C'est à l'initiative de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. C'est une organisation régionale qui réunit 7 pays d'Afrique de l'Est et dont le Soudan. Un cessez-le-feu de 112 heures négocié sous l'égide de Washington arrive à terme ce 27 avril à minuit. L'IGAD semble en effet être sur le point d'obtenir une prolongation de la trêve. Odette Pira, merci d'être venu dans l'émission pour ce flash actualité. Nous allons vous retrouver à 22h juste après nous pour votre édition complète de la nuit. C'est bien cela? Bien sûr, monsieur David. Bonsoir. Bonsoir. Alors, honorable, nous revenons dans notre émission pour continuer l'entretien. Nous vous avons posé une question pour savoir ce que vous pouvez faire pour que les localités de notre pays, à l'instar de celle-là qui s'est plainte au niveau de notre émission ici, pour dire qu'elle n'a pas de piste rurale lui permettant de desservir les autres localités en matière de commercialisation. Qu'est-ce que vous comptez faire ou vous pouvez faire pour ces localités-là? Merci beaucoup. La première chose que je ferai, c'est que dès que nous sortirons des célébrations du 1er mai, je vais prendre contact avec le ministre en charge des pistes rurales, qui est un ministre que je connais bien, qui est compétent, et voir au nombre des urgences qu'ils ont, qu'est-ce qui est prévu pour cette zone. Donc de façon pratique, ça c'est quelque chose qu'on va faire dès la semaine prochaine. Et je pense qu'à la prochaine fois que je reviendrai ici pour une émission, on va voir qu'est-ce qu'il en est de la situation de Badou de façon pratique, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse et qu'est-ce qui va être fait. Et dans le cadre de la tournée que je vais effectuer dans la région des Plateaux, dont je suis responsable également au niveau du parti, donc je suis élu à Nié-Ogooué, mais j'ai un œil sur tout ce qui se passe dans toute la région des Plateaux. Je vais m'efforcer de faire un crochet par là pour toucher du doigt ces problèmes. Donc ça, c'est au niveau de l'exécutif. Ma réponse a 3 volets. Au niveau législatif, lorsque des projets de loi nous arrivent, nous les décortiquons. Et lorsque nous avions le projet de privatisation du secteur cotonnier qui devait être repris par Olam, nous avons regardé le pour et le contre. Et parmi les choses que nous avons regardées qui étaient pour et favorables pour les populations et qui ont fait que ultimement, malgré les possibles inconvénients, nous avons voté favorablement, il y avait l'aménagement de pistes rurales dans une bonne partie des zones où est-ce que les choses se feraient et la formation des gens du milieu. Donc, au plan législatif, comme député, quelque chose qui aurait permis de créer des pistes rurales, nous l'avons fait en votant favorablement ce texte. Mais nous allons essayer de voir maintenant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui puisse être possible, parce que nous rentrons dans la saison des pluies et ça va devenir pire. Ce qui étaient des pistes qui n'étaient même pas encore bien dégagées vont devenir boueuses et compliquées. Tout à fait. Et donc on va voir avec les collègues qu'est-ce qui est possible.
en dehors de ce que l'exécutif peut faire, et nous allons continuer à interpeller le gouvernement sur la nécessité d'accélérer le processus de décentralisation et de donner plus de pouvoir aux communes. Parce que dans la conception de l'UFC, Parti d'obédience libérale, Parti de la Blodée, nous estimons que les grands axes routiers dans le pays, notamment les nationales numéro 1 et tout le reste, doivent être de la responsabilité de l'État central. Maintenant, les différentes routes dans les différentes communes doivent être de la responsabilité des communes. Et nous disions déjà il y a 1 an et 2 ans que si nous étions en majorité ou nous étions en capacité, nous allions éliminer les péages et trouver un système pour permettre aux communes et à l'État central, par l'impôt que paient les gens, pour faire contribuer pour ce qu'il faut contribuer pour les routes, ou même par le registre que nous avons pour les gens qui ont des motos et des voitures, trouver un mécanisme indirect pour les faire contribuer et complètement enlever les péages, pour que quand tu te lèves pour aller au travail, il n'y a pas une affaire de péage sur ton chemin. Ah oui. Ah oui. C'est dur ça. Oui, mais vous allez au Ghana à côté, il n'y a plus de péage. Oui. Il y avait des péages à tout bout de champ. Entre Lomé et Accra, vous passiez, qui est fait 180 km, vous n'aviez pas moins de 3-4 péages. Il n'y en a plus un seul. J'étais là-bas dimanche. Donc c'est aussi possible. Et ça, c'est à l'occasion, c'est à la faveur de Covid. Pas tellement à cause de Covid. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je regarde comment je le finance. Je peux décider de le financer directement et donc impliquer la population, la forcer à payer quelque chose chaque fois qu'elle utilise le service, ou le faire indirectement. Oui, comme est-ce que nous payons l'électricité dans les rues? Non, vous me direz, parce qu'on ne vient pas vous prendre quelque chose, mais si vous regardez peut-être bien votre facture de CET, voilà, il y a peut-être quelque chose pour ça. Et la population paye forcément. D'une façon ou d'une autre. Et vous voyez que ceux qui payent cash power n'ont même pas idée que dans le cash power qu'ils payent, il y a une portion qui couvre l'éclairage public. Alors c'est un peu la même logique que je vais utiliser pour les routes, pas pour dire qu'on va payer les routes par l'électricité, mais on va trouver un mécanisme pour permettre aux Togolais de souffler. Parce que si vous habitez Tchévier, vous devez payer 500 pour aller le matin. 500 pour revenir, ça fait 1000 francs. Et vous travaillez 20 jours par mois. Et par mois, pardon. Ça fait 20 000. Si on déduit ça de votre SMIC de 52 000, il reste 32 000. On n'a pas encore parlé du carburant et des possibles réparations. Donc il n'y a pas de loyer, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Donc si on déduit ça, on enlève déjà cette charge-là, ça peut alléger. Et puis ce qui fait mal parfois, on traverse les péages et on casse le pneu parce qu'il y a un trou, quoi. Oui, c'est... Il y a des trous qui, ici et là, et on se demande, mais l'entretien de la route, comment cela se fait en réalité? Et on continue de casser les pneus ou bien de tomber dans des trous et qui occasionnent aussi des accidents. Vous savez, les 5D dont j'ai toujours parlé, ceux qui sont assez conservateurs vont vous dire que ce jeune homme, il rêve en couleur. Mais il y a la réalité. Nous avons travaillé ailleurs, nous avons vécu ailleurs, et il y a une expertise, il y a une expérience qui peut être utile pour le Togo. Les 5D dont nous parlons souvent, la défense, le développement, la démocratie, la décentralisation et la diplomatie, sans parler de la diaspora et de la durabilité pour le moment, qui fait 7D, mais on se concentre sur les 5 premiers. La décentralisation, c'est important. Parce que si le maire de la commune de Tchévier, je reviens sur le cas de Tchévier par exemple, ne fait pas les routes qu'il y a dans la commune de Tchévier, et que quand vous êtes dans la commune de Tchévier, à tout bout de champ, vous avez des crevaisons, vous n'allez pas le réélire. Et puis son bureau est là, vous pouvez aller le voir. Il y a une certaine proximité. Il y a les conseillers municipaux que vous pouvez saisir directement avec des problèmes. Donc on veut que ceux qui sont en face des problèmes aient plus de moyens pour pouvoir régler ces problèmes. Et que le gouvernement central soit plus dans un rôle de régulation, dans un rôle qui s'occupe des questions dont les communes ne peuvent pas s'occuper, comme des questions de défense, donc l'armée, des questions de diplomatie, qui s'occupe vraiment d'un certain nombre de choses et qu'on laisse les questions de développement à la base aux populations et aux communes pour qu'ils soient plus engagés dans le processus. Et nous y arrivons progressivement parce que comme vous allez le constater, le chef de l'État a sillonné les différentes régions de ce pays dans le cadre du FOPAT, donc en allant directement voir les populations pour les écouter directement et tenir compte de ce qu'ils disent pour faire ce qu'il y a à faire. Ils ne se sont pas enfermés quelque part pour faire un séminaire gouvernemental et après avoir écouté le ministre de l'Agriculture, décider de ce qui va se faire. Ils ont compris que l'approche top to bottom, c'est-à-dire du haut vers le bas, peut être couplée à une approche où les choses vont du bas aussi vers le haut. On peut trouver une recette qui mixe un peu les deux
et qui permet de mieux régler les problèmes et d'optimiser les coûts puisque les ressources sont rares. Donc j'ai été un peu long sur cette réponse. Donc d'un côté, nous allons saisir le Mais ministre. c'était utile parce que, bon, il y a des réactions même des auditeurs ici qui, en tout cas, qui vous écoutent religieusement et qui se demandent est-ce que tout ce que vous dites là, c'est faisable au Togo, Absolument. terre de nos aïeux. Absolument. Vous savez que lorsque je me suis lancé en politique il y a un peu plus que 23 ans, Ouais. j'avais à peine la vingtaine, hein, pour C'est ne pas dire vrai. un peu moins, oui, oui, oui. Et comme vous le savez, feu mon père a été pendant longtemps ministre des Finances dans ce Tout à pays, fait. donc membre du comité central de facto. Et donc, on a fait le système RPT un tout petit peu. Personne ne vendait cher ma peau dans l'opposition. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire dans l'opposition? Tu es un homme mort. J'ai dit, mais quand tu as des convictions et que tu n'es pas en train de travailler contre quelqu'un ou pour faire du mal à qui que ce soit, et que vous voulez juste améliorer la situation et la condition des gens, s'ils comprennent, on va y arriver. Il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont que du sable et du pétrole comme Dubaï ou le Bahreïn et ces gens-là aient réussi un développement formidable. Et nous, qui avons des terres arables, une population jeune, des ressources minières, un capital humain, une population bien formée, des gens travailleurs, des gens relativement dociles, nous soyons encore dans la pauvreté. C'est un non-sens et nous ne pensons pas à une approche révolutionnaire pour changer ça. Nous pensons expliquer ce que nous pouvons faire aux gens et le faire avec eux et avec tout le monde. Donc, je reviens sur le concept de la patrie avant les partis. Et ce concept-là va dominer notre année et toute notre campagne électorale. Maintenant, il est temps d'arrêter de se quereller, que moi je suis de tel parti, toi tu es de tel parti. Et pendant ce temps, on est en train de tous les deux mourir de faim. On n'a qu'à voir qu'est-ce qui est bon pour le Togo. Justement, par rapport à la querelle, nous allons y revenir, mais vous avez dit aussi que votre père a été ministre de l'économie dans ce pays, ce qui est vrai, nous le savons. Pour l'UFC, l'économie togolaise a-t-elle évolué pour répondre aux attentes réelles de nos populations? Alors, comme un peu tout, le bilan est mitigé. Quand vous prenez la période 1960-1923, de 60 à 63, il y a un début de structuration de notre économie pour le développement. Olympio venait d'obtenir l'indépendance, voulait structurer le pays pour en faire un pays libre et prospère. Et donc, port en eau profonde, il a commencé à faire un certain nombre d'infrastructures, il a mis en place des coopératives, jeunesse pionnière agricole et toutes ces affaires-là. C'est un libéral qui a compris qu'il fallait une touche de socialisme dans son approche. Et il était dans un processus de structuration de l'économie togolaise pour nous permettre d'être un pays libre, d'une part, et prospère. Bon, paix à son âme, il a été malheureusement arraché à notre affection en 63. Et vous verrez que dans les années 70, donc à partir de 67 jusqu'à 70, avec le boom du prix de phosphate, on a eu un peu de liquidité, on s'est beaucoup endetté, on a fait de gros projets au cours desquels l'État était celui qui entreprenait. Au lieu de mettre en place un cadre dans lequel le secteur privé allait plutôt piloter le processus et créer les emplois, l'État a tenté de se substituer à ce secteur privé-là et a fait beaucoup de gros projets qui, lorsque les cours se sont effondrés et la situation a changé, sont devenus un véritable problème. Et donc là, nous avons connu une politique d'ajustement structurel qui ont mis tout le monde au régime. Et nous sommes rentrés dans cette affaire de démocratie où 2 ans après, on a eu les sanctions de l'Union européenne qui nous ont privés de ressources importantes. Et donc on a été dans une sorte de marasme jusqu'en 2005, où il y a eu un nouveau président qui est arrivé, qui a essayé, un peu comme Olympio, de structurer à nouveau le pays, faire des réformes en profondeur pour que le pays puisse décoller, mais on était toujours sous sanctions. Donc à partir de 2010, avec les arrangements politiques qu'il y a eu, qui ont stabilisé le pays, et la reprise de la coopération, on a connu une politique expansionniste entre 2010 et je dirais jusqu'en 2016-2017, donc avec les taux d'intérêt dont je vous ai déjà parlé, les taux de croissance dont je vous ai déjà parlé. Et l'économie a encore commencé à ralentir suite à la crise qu'on a eue en 2017, puis en 2020 nous avons eu la Covid. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on structure, on se lance, et il y a des chocs externes, il y a des chocs internes qui nous ralentissent. Mais en gros, si vous regardez les choses de façon, en termes de francs constants, si ma mémoire est bonne et que je reprends les chiffres de la Banque mondiale, en 1960, le produit intérieur brut en francs constants du Togo était de 535 millions de dollars. En ce moment, en 2020,
en tout cas en 2020, ça s'est multiplié par 10 au moins. Donc il y a une croissance, pas en francs courants, mais en francs constants. C'est qu'on on enlève l'inflation de là. Donc dans l'absolu, il y a une croissance. Mais nous, ce que nous disons comme parti d'opposition, c'est que cette croissance ne bénéficie pas aux populations. Parce que le FMI vient, on dit que nous sommes un bon élève, tout va bien, tout le monde est content, on prend des jolies photos, et puis vous êtes toujours avec votre salaire qui ne suffit pas à régler vos problèmes. Oui, parce que là, le Togolais, le dernier des Togolais, lui, il cherche juste sa pâte pour manger à la maison, ou bien que les enfants n'ont qu'à courber juste le bras le soir ou à midi, une fois revenus de l'école, mais c'est difficile. Et alors, on se pose la question, le bien-être de la population, l'UFC fait quoi? Alors, c'est ce que je dis, que nous sommes un parti d'obédience libérale. Yeah. Nous sommes en train de dire, moi je vous suis en train de vous dire ici, et comme je l'ai toujours fait, je tiens les engagements que je prends et je suis sérieux dans ce que je dis. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est que les Togolais aient de l'argent dans la poche. C'est-à-dire que quand on te paye, on ne te prend pas tellement de taxes de par-ci, par-là, que c'est toi qui décides où tu veux mettre ton argent. Tu veux acheter un terrain pour construire une maison, tu veux acheter une voiture, tu veux acheter une moto, c'est toi qui décides. Parce que c'est ton travail et c'est ton argent. Il ne faut pas qu'on te déduise tellement de choses de ton argent que ce qu'on te donne, dès qu'on atteint le 5 du mois, tu es fauché. Alors, nous disions que si nous sommes élus et nous sommes en majorité, nous allons réduire la TVA qui est élevée. D'autant que presque tout est importé et on paie déjà les frais de douane au port. Et quand ça revient, c'est au magasin, on paie encore. Donc tout ça pour nous, c'est trop. On va réduire la TVA. On va fiscaliser presque l'essentiel de la population en identifiant la population. Donc on parle ici de l'identification biométrique, le recensement étant déjà fait. Fiscaliser une majorité de la population pour que tout le monde paie. Et que donc ce ne soit plus seulement 10 ou 15% des Togolais qui paient pour 100% des Togolais. Si nous sommes 10 dans la maison et que tout le monde cotise 10 francs, ça fait 1000 francs. C'est mieux que d'avoir 3 personnes qui cotisent 300, 400 chacun pour faire les 1000 francs et les autres sont là, ils les regardent. C'est l'idée derrière. Donc, ce n'est pas une affaire de on doit nécessairement le faire. L'idée est lancée, le débat est ouvert. Le gouvernement peut se saisir de ces idées-là et le faire, c'est tant mieux pour la population. Nous, quelle qu'en soit la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape les souris et que donc les Togolais soient à l'aise chez eux. La question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir, est-ce que réellement l'UFC va à l'écoute des populations? Absolument. Comment vous le faites? Absolument. Bon, il y a plusieurs approches. Différents députés, différentes approches. Nous sommes au 7 au Parlement sur 91. Mon député préféré, et excusez-moi, je suis obligé de le dire, c'est l'honorable Anani Kokou Pomegui, dans la circonscription de Vaud. C'est un monsieur qui, chaque semaine, est sur le terrain en train de travailler. Il m'envoie les photos presque tous les week-ends. Et quand vous le voyez, vous n'avez pas une discussion de plus de 10 minutes avec lui sans qu'il ne vous parle d'un nouveau projet sur lequel il travaille, pour lequel il a soit besoin d'aide, ou bien pour lequel il a déjà presque tout fini. Il veut juste qu'une autorité un peu plus supérieure comme moi ou quelqu'un vienne vous voir pour donner du crédit à ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui a électrifié des villages dans le Vaud, sur fonds propres. C'est-à-dire qu'il a pris les prêts à la banque et il a fait venir l'électricité et plus de 20 villages profitent de cette électricité-là. Il est très proche des communautés, il travaille. Donc lui, ça c'est son style. Il vit là-bas, il travaille avec les gens là-bas, il fait des activités chaque semaine. Et il n'y a personne dans Vaud, où est-ce qu'il est là-bas, qui va vous dire qu'il ne le connaît pas. Résultat de sa politique là-bas, il est élu député. Nous avons un maire qui a été élu là-bas. Nous avons eu suffisamment de conseillers municipaux pour avoir un maire. Et Dieu faisant bien les choses, grâce à l'accord qui avait été signé, bon, nous avons également un préfet de la localité qui est de l'UFC. Donc tout cela, c'est pour vous dire que différentes zones, différents styles. Vous allez dans le ZIO, je vais donc donner juste 3 exemples et puis terminer. Vous allez dans le ZIO, c'est un autre style. L'honorable Agbanou, lui, il est plus dans un travail de proximité avec les populations. Donc ils ont restructuré toutes les fédérations, les sections, les sous-sections du parti. Et c'est maintenant sur ça qu'eux s'appuient pour faire des actions dans leur circonscription. Ils font des apatames pour les gens qui sont dans les écoles, les toits, en tôle. Beaucoup d'actions sociales, mais comme ils sont beaucoup plus organisés et structurés que dans le Vaud, le travail se fait mieux. Bon, maintenant, moi je suis le moins actif des 3. Je vais parler de mon cas. Dans le Gouanier, nous travaillons plus avec les coordonnateurs qui sont là, nous leur donnons un peu de moyens et ils font ce qu'ils peuvent directement sur le terrain. Et de temps en temps, moi-même, je descends
en intercession pour aller voir les gens là-bas et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, animer des émissions radio et aller au contact des populations. Mais je suis le moins présent pour le moment. Mais bon, c'est pour des raisons professionnelles. Comme vice-président de l'Assemblée, on a des charges qui sont différentes des députés ordinaires qui ont plus de temps. Donc c'est différentes localités, différents styles. Et ma circonscription est la plus grosse aussi, dans toute la région des plateaux Bourbal. Je ne sais pas comment je vais vous les décrire. Dans vos, il vous faut 5-6 000 pour vous faire élire. Chez moi, il vous faut 25 à 30 000 voix pour vous faire élire. Oui, et on a 4 députés juste dans cette zone. Donc, différentes zones, différents styles, différentes façons de travailler. Mais le résultat est le même. Nous sommes proches des populations. Et lorsque nous sommes avec les populations, ce n'est pas tellement le drapeau UFC qu'on agite. Nous sommes des députés au service de nos populations. La patrie avant les partis. Okay. Alors, en tant que député de l'UEC et troisième vice-président à l'Assemblée nationale, nous voudrions vous poser la question de savoir qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous savez qu'au Togo, nous n'avons pas en réalité des unités de production, des industries permettant quand même au Togo de pouvoir créer de l'emploi pour engager tous ces jeunes-là qui disent sortir d'école et au même moment ne trouvent pas de structure pour les recruter, histoire de contribuer également à la production de l'économie togolaise. Alors, c'est une question très pertinente que vous me posez, parce que en réalité, nous devons utiliser nos atouts à notre avantage et nous devons utiliser nos inconvénients, c'est-à-dire ce qui ne nous arrange pas, à notre avantage également. Qu'est-ce que le Togo? Le Togo est un petit rectangle de 56 600 km² avec une population en constante croissance. Nous sommes passés d'environ 2 millions au milieu des années 80 à 8 millions maintenant, selon le dernier recensement. 8 millions, c'est toujours petit. C'est peut-être le tiers de la population de Lagos. Donc, tout le Togo, toute la population du Togo, c'est la population de la grande région d'Accra, de la capitale d'Accra. La grande région, c'est 8 millions, 8-9 millions. Donc, pour vous dire qu'on n'a pas le nombre, on n'est pas nombreux. Vous ne pouvez pas faire d'industrie lourde ici et espérer écouler vos produits sur le marché de togolais. C'est ça, le problème? Non, ce n'est pas un problème, c'est plutôt un avantage. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes dans cette posture-là, de pays de cette taille avec cette population, vous essayez d'attirer ce qu'on appelle des investissements obliques. C'est-à-dire que vous essayez d'attirer des investissements de compagnies qui vont venir s'installer ici, et même si c'est des industries, ils produisent ici, et l'essentiel de ce qu'ils produisent est réexporté vers des marchés plus porteurs, comme le Nigeria à côté, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, qui a le triple ou le quadruple de notre population. Donc, quand on est un pays comme le Togo, qui a un port en eau profonde, nous sommes déjà un hub logistique, en tout cas. Nous avons un hub portuaire ici. Nous avons maintenant avec Askai un hub aéroportuaire également. Que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut faire de notre pays, il faut qu'on ait 3 autres hubs qui ne nécessitent pas un investissement en capital trop lourd. Donc, la façon dont nous le voyons à l'UFC, Parti d'obédience libérale, c'est qu'en plus d'être un hub portuaire et un hub aéroportuaire, il faut qu'on soit un hub touristique. Il faut que notre plage soit propre, qu'on puisse l'aménager, pas faire des petits bars pour que les gens viennent se saouler, mais de jolis restaurants, de jolis hôtels. Les bars aussi ont leur place, mais qui ne se soit pas l'essentiel de ce qui fait notre plage. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de bars au Togo et que c'est la seule entreprise qui semble marcher, alors qu'au même moment, on se plaint de ne pas avoir d'argent et c'est sous la bière plutôt que le Togolais se plaint? Mais écoutez, si votre maison est devenue un champ de mine, parce que quels qu'en soient les problèmes que votre femme va vous poser quand vous allez rentrer là-bas, vous ne pourrez pas les résoudre. Il vaut mieux rester au bar jusqu'à ce qu'ils s'endorment avant de rentrer. Ce n'est pas un bon conseil que je donne aux gens.